aujourd'hui sur ce sujet, sur cette pause déj. Bon, je vais introduire très brièvement parce que de toute façon, sans expliquer précisément ce que sont les organismes fonciers solidaires, ça va être compliqué d'en parler longtemps. Simplement dire que c'est une solution qui nous intéresse beaucoup à l'agence intercalaire parce que c'est non seulement une solution qui permet de faciliter l'accession sociale à la propriété, mais c'est aussi une solution qui peut permettre de répondre aussi à des besoins de locataires ou même de personnes hébergées. Et au-delà de la question de l'habitat, c'est également une solution qui permet de se réapproprier collectivement, localement, un certain nombre d'enjeux de politique publique, ce qui nous semble aussi être une voie vraiment à suivre pour avoir des politiques globalement plus pertinentes, parce que pensées au niveau des territoires. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et puis en plus, dans un contexte de crise économique particulièrement préoccupant, il nous semble que les mauvaises solutions d'hier seront encore pires demain. Et donc, du coup, ce type de dispositif qui a pu déjà faire ses preuves à l'étranger, dans un bon nombre de pays, ça nous semble d'autant plus urgent dans le contexte actuel de les faire avancer, parce qu'avec voilà, la crise économique dans laquelle on rentre, typiquement, ce genre de solution nouvelle est vraiment la bienvenue. Donc, je vais laisser la parole à Hélène Morel pour qu'elle présente un petit peu déjà la démarche dans laquelle elle est aujourd'hui, et son travail sur sa thèse. Et puis ensuite qu'elle nous présente donc les organismes de foncier solidaire. N'hésitez pas, comme le disait Adriana, à poser des questions par écrit aussi pendant l'intervention afin qu'on puisse les relayer. Merci, à plus tard. Bonjour tout le monde. Donc je suis Hélène Morel, je suis doctorante actuellement à l'université de Toulouse Jean Jaurès et je travaille sur le sujet des organismes de foncier solidaire, sachant que j'ai réalisé une étude là-dessus il y a déjà 4 ans maintenant, donc au tout début du dispositif, et je suis depuis le développement de ce dispositif, donc je le connais pas mal d'un point de vue technique, mais aussi du coup je m'intéresse à son sens par rapport aujourd'hui aux besoins de logement notamment. Donc juste, alors ça c'est le PowerPoint que je vais faire, je le fais rapidement. Normalement ça va durer une vingtaine de minutes et puis ensuite on pourra en discuter plus librement, on sortira de ce carcan-là. Donc la présentation est organisée en 3 parties. Une première partie pour expliquer un peu ce que c'est. Je pense, pour avoir vu certains d'entre vous, que vous connaissez déjà pas mal la technique, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est juste d'expliquer un peu à quoi ça sert. La deuxième partie est plutôt une illustration des modèles étrangers et du coup qui servent un peu d'inspiration sur ce que pourraient être les organismes de foncier solidaire en France, avec pas mal de différences. Et la dernière partie a vraiment pour objet plutôt de pointer quels sont les enjeux aujourd'hui dans le développement des organismes de foncier solidaires en France. C'est peut-être la partie la plus intéressante pour échanger. Donc, ce que c'est, c'est un dispositif qui répond à un contexte très particulier, un contexte de crise du logement, avec du coup des grandes disparités entre les territoires, des territoires qui se vident un peu de leur population et puis des territoires qui augmentent, qui ont une population qui augmente fortement. Une période aussi dans laquelle il y a une grande tension des budgets publics, donc un besoin d'efficacité dans l'affectation de ces budgets publics. Et puis, du coup, ces transferts de population aussi font une augmentation du prix du foncier, qui est carrément une envolée, hein, on peut dire. Et puis, une augmentation aussi des coûts de construction, ce qui fait qu'en fait, le logement en particulier, mais pas mal d'autres types de locaux deviennent relativement hors de portée de la majeure partie des gens. Et sur le logement, effectivement, on se rend compte que les classes moyennes, entre guillemets, ont de plus en plus de difficultés à devenir propriétaires. Or, il y a quand même une inégalité qui se creuse entre les gens qui sont propriétaires et les gens qui sont locataires. Et donc, du coup, pas mal de recherches et de cabinets d'études ont pointé l'intérêt peut-être de dissocier le foncier et le bâti, puisqu'on voit bien que le foncier est pour une très grande responsabilité dans le fait qu'il y ait un décrochage comme ça d'une partie de la population. Donc, du coup, l'enjeu, c'était de s'attaquer à ces questions de foncier. Hop.
quelle était l'idée? Du coup, c'est de se dire, ben, on va créer un nouveau droit réel et donc du coup, il va y avoir un propriétaire du sol et puis un propriétaire de ce qui est collé dessus. Alors, dans le cas du bail réel solidaire, qui est l'outil le plus utilisé dans les organismes de foncier solidaire, bah, c'est le logement, hein. Mais du coup, ce dispositif-là, il s'est créé principalement, alors il y a eu toute une histoire de ce montage, mais ce qui a cristallisé et permis la création en droit français de ce dispositif, c'est la ville de Lille, dont l'adjointe au logement était en même temps rapporteure de la loi Allure en 2014. Audrey Linkenheld, et elle en arrivait au constat dans sa collectivité que c'est une collectivité qui mettait de l'argent, qui aidait l'accession à la propriété des ménages modestes, puisque du coup, ça dépend vraiment des politiques publiques locales, mais il y a effectivement un taux de TVA réduit quand on accède à la propriété en PSLA, par exemple, mais la ville de Lille, en plus, elle mettait de l'argent, elle aidait à créer du logement accessible aux ménages modestes. Et le problème, c'est qu'à chaque revente du logement, le logement, il revenait sur le marché libre, et du coup, toute l'aide publique qui avait été investie, que ce soit de l'aide publique via un taux de TVA plus bas ou une aide vraiment de subvention de la collectivité, bah, elle était complètement perdue. Elle avait profité à un ménage. Et en fait, quelque chose qui était censé être un dispositif d'aide à la pierre, à la construction, devenait une aide à la personne parce qu'en fait, on n'avait touché qu'un seul ménage. Et donc, Audrey Linkenheld dit, là, c'est plus possible, on ne peut pas continuer à mettre de l'argent public comme ça alors qu'on en a de moins en moins, qu'on perd nos fonciers, parce qu'au fond, on a mis à disposition, souvent la collectivité met à disposition des fonciers pas chers, et puis, au fur et à mesure, on les grignote et ils rentrent sur le marché libre. Donc, elle dit, là, c'est plus possible. On va essayer de faire cette dissociation entre le foncier et le bâti. Et on va créer un organisme de foncier solidaire qui va détenir ces fonciers sur très long terme. Et les principaux objectifs qui ont présidé à la création de ces organismes de foncier solidaire, c'est de dire on va produire des logements moins chers parce qu'on a besoin qu'il y ait plus de gens qui puissent accéder, puisque aujourd'hui, il y a des gens qui sont rejetés du marché de l'accession. On a besoin d'optimiser les ressources publiques donc en sanctuarisant. Et puis, on a besoin de contrôler les prix dans le temps, puisque du coup, il ne faut pas que le logement qui est aujourd'hui accessible, eh ben, dans le temps, il rentre sur le marché libre. Donc, il faut qu'on le garde à un niveau de coût réduit. Et donc, c'est bien à ça qu'est censé répondre cette dissociation entre le foncier et le bâti. Du coup, juste pour un résumé très, très grossier du principe juridique, parce qu'on le fait rapidement, mais en fait, cette dissociation, pour beaucoup, c'est quand même relativement stressant, parce qu'on se dit, bah, le droit de la propriété en France, c'est quelque chose qui est constitutionnel, c'est dans le code civil, c'est quelque chose de très fort. Or, on se rend compte que ça n'a pas toujours été comme ça. Le droit de la propriété en France n'a pas toujours été aussi concentré sur la propriété. Il y a eu des formes de propriété utiles, éminentes, etc., des droits différenciés. Et en fait, c'est par l'abus des propriétaires de sol vis-à-vis des gens qui avaient seulement des droits sur le terrain, qui n'étaient propriétaires que de la propriété utile, qu'on est arrivé à la Révolution française. Donc, du coup, il y a une histoire aussi qui fait que ces histoires de dissociation, ce n'est pas si facile que ça pour notre culture française de la propriété. Donc, ce dispositif, organisme de foncier solidaire, il est créé par la loi Allure en 2014. Et donc, il dit, on va faire la dissociation, mais il ne dit pas comment. Et à partir de là, pendant 2 ans, il y a des notaires qui moulinent pour essayer de voir comment on pourrait faire ça. Et donc, c'est en 2016 qu'est créé le droit réel qui permet cette dissociation et donc qui crée la propriété des ménages du logement. C'est donc pas une propriété complète, c'est un droit réel. Et donc, il est créé par la loi, dite loi Macron, et on crée un contrat qui s'appelle le bail réel solidaire et qui permet de créer ce droit réel sur le logement. Voilà, bon, ça c'est très très grossièrement, hein. Du coup, ce dispositif-là, c'est quand même une des innovations majeures en droit de la propriété. C'est une dissociation entre le foncier et le bâti, et on a vu qu'historiquement, c'est compliqué. On crée un nouveau droit réel. On crée un nouveau droit réel via une contractualisation, c'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui crée exactement la forme de cette propriété, mais c'est le contrat qui lie le propriétaire du sol et le propriétaire du logement. Et là, c'est très nouveau.
Ça veut dire que on est en train de discuter la loi 4D en ce moment en France, et là on est en pleine différenciation, puisque du coup on a un droit réel qui va être dessiné par un contrat qui va être différent à chaque opération potentiellement, au moins à chaque organisme de foncier solidaire. Donc la loi est très très légère, elle laisse une grande souplesse au contrat. C'est très nouveau, et c'est aussi lié au fait que celui qui a créé ce dispositif, c'est un notaire. Et alors, dernière grande innovation du dispositif, le fait que ce bail, qui est de longue durée, de 18 à 99 ans, il va être prolongé de la même durée à chaque mutation. C'est-à-dire lors d'une vente ou lors d'un héritage, le droit sur ce logement est reparti à chaque fois, est rechargé pour 18 à 99 ans, la durée initiale. Et c'est la grande différence. Et c'est pour ça qu'on construit un dispositif qui est très compliqué, alors qu'on aurait pu simplement se dire on fait un bail de longue durée, bail emphytéotique, et puis ça ira bien. Pardon. Mais là, le fait de le proroger à chaque mutation, ça va permettre que la valeur du bien ne s'éteigne jamais. C'est-à-dire que dans un bail de longue durée classique, arrivé à la fin du bail, eh ben, tout redevient la propriété du propriétaire du sol, et dans ce cas-là, on a perdu la valeur pour le ménage qui était propriétaire du logement. Là, du coup, dans ce dispositif-là, on ne perd jamais. Ce sont des innovations majeures en droit français. Donc, c'est très compliqué à mettre en place. Les gens qui, aujourd'hui, sont chargés de développer ces genres de projets, s'arrachent un peu les cheveux, c'est compliqué, c'est très, très innovant, mais c'est parce qu'on est en train de tout bouleverser avec cet outil. Alors, juste pour expliquer comment ça marche, il y a un organisme de foncier solidaire qui va acheter un terrain. Souvent, il n'a pas les compétences pour construire, donc il va déléguer à un promoteur la construction en signant un premier contrat. Ce promoteur, il va se charger de construire puis de vendre. Et c'est les ménages, petit à petit, qui vont signer à nouveau des contrats sur leur logement avec le propriétaire du sol. Et donc, l'organisme de foncier solidaire, il reste toujours propriétaire du sol. Et les ménages, ils peuvent vendre leurs biens au fur et à mesure, et le bail est rechargé. Voilà. Donc après, dans la vraie vie des gens, ça ne va pas changer grand-chose. Les ensembles immobiliers, ils vont fonctionner comme des copropriétés. C'est simplement que du coup, il y a un acteur de plus dans la vie d'un immeuble, par exemple. Ce dispositif, comme on le voyait au début, en fait, il a été surtout fait pour des questions économiques. Mais du coup, son grand principe, en fait, c'est de faire en sorte qu'on finance le foncier d'une part, et puis le ménage, il achète le droit réel d'autre part. Donc, il va plutôt payer la construction, tandis qu'il y a un organisme qui va payer le foncier. Comment il va payer le foncier ? Là, c'est quand même... Alors, au tout début du dispositif, on a vu tout le monde s'intéresser à ça en se disant c'est un peu magique, on va pouvoir avoir des fonciers pas chers. Bon, ça n'a rien de magique, en fait, il faut quand même payer les fonciers. Et donc, du coup, soit c'est du financement public, soit c'est de l'emprunt. Et les tiers financements de fonciers, pour le moment, on n'est pas allé très très loin là-dessus. Effectivement, il y a toutes des questions à avoir, peut-être des fonds d'épargne solidaire, etc. Mais pour le moment, ça a été seulement esquissé. Grosso modo, c'est soit du financement public, soit de l'emprunt, soit un peu des deux. C'est les grandes différences et les deux grands modèles, entre guillemets. D'où ça vient, les organismes de foncier solidaire ? Eh bien, des community land trusts. Des community land trusts qui ont été créés aux États-Unis dans les années 60-70. Les community land trusts, c'est trois grands principes. C'est un principe de gouvernance, un principe juridique de dissociation entre le foncier et le bâti, et un principe économique de non-spéculation. Ça a été créé aux États-Unis à partir de plusieurs sources d'inspiration, et elles sont intéressantes. La première, c'est l'économiste Henry George qui dit il n'y a aucune raison que la plus-value au moment d'une vente revienne au propriétaire, puisqu'en fait, si un immeuble a pris de la valeur, ce n'est pas tant les travaux que le propriétaire aura fait dessus qui va lui en donner, c'est plutôt les investissements de la collectivité. C'est-à-dire s'il y a une bonne desserte, s'il y a une école à côté, s'il y a une route qui vient d'être refaite, effectivement, l'immeuble peut prendre de la valeur. Mais il n'y aurait aucune raison qu'un investissement public permette, du coup,
une plus-value d'un privé. Ça, c'est un peu la base et effectivement, ça se retrouve vraiment dans les organismes de foncier solidaire. Ensuite, il y a vraiment le modèle des cités-jardins, notamment pour la question de gouvernance, le mouvement des dons de terre en Inde qui disait, bah voilà, les riches, entre guillemets, doivent donner une partie de leur terre aux plus pauvres et au lieu que le plus pauvre soit tout seul avec sa terre, dire on va les mettre en commun et le fait de mettre en commun ces terres, ça va sécuriser l'ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les community land trusts qui sont développés dans les pays du Sud, où l'objectif est vraiment de sécuriser les populations par l'effet de groupe. Voilà. Ensuite, aux États-Unis, bien effectivement, les premiers community land trusts, ils sont plutôt agricoles, et puis ensuite, le modèle s'exporte dans les villes pour répondre aux besoins de logement. Et puis, le modèle, petit à petit, prend de l'ampleur au niveau international et vient se développer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il se développe aussi bien dans des pays du Sud que dans des pays du Nord, et pour des problématiques qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais avec des philosophies qui sont relativement proches. Juste pour vous dire, il y a une grande diversité quand même de modèles aux États-Unis. Ça peut être aussi bien partie d'une politique publique, c'est le cas de la ville de Burlington avec Bernie Sanders qui était maire à l'époque et qui s'est vraiment investi pour que les ménages puissent devenir propriétaires de manière sécurisée. On a un modèle qui est presque proche du principe des organismes HLM, hein, sur la baie de San Francisco, où on est plutôt sur des gens qui au départ, enfin plus que des organismes HLM, des coopératives HLM peut-être, des gens qui au départ avaient décidé de construire pour eux-mêmes et puis qui, voyant qu'il y avait des besoins de logement et qui pouvaient accéder à des financements publics pour construire pour les ménages qui avaient besoin de logement, bah, du coup, on finit par développer un outil de construction pour les ménages plus modestes. Et puis, on a le modèle très militant du coup de Boston où des habitants d'un quartier vraiment en grande difficulté, au moment où ils entendent parler d'une restructuration du quartier ou d'une rénovation du quartier, disent nous, on veut être partie prenante de cette opération et on ne veut pas que l'amélioration des conditions de vie nous exclue de ces zones-là. Donc, du coup, on voit bien à quel point l'acteur à l'initiative peut être très différent. Pour autant, ce qui est intéressant de noter, c'est que même aux États-Unis, l'expérience montre qu'il est absolument nécessaire d'avoir un soutien public pour développer ce type de produit. Donc du coup, et c'est aussi ce que dit même la Fédération des coopératives HLM, et ces modèles-là sont de toute façon des outils de politique publique d'abord, quoi, même dans un cadre aussi différent que les États-Unis. L'intérêt du Community Land Trust, c'est aussi que c'est un modèle de gouvernance, ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, le statut des organismes de foncier solidaire est complètement libre. Mais dans le modèle des Community Land Trust, qui est décliné à Bruxelles, notamment, de manière très intéressante, et on pourra en plus en discuter si vous voulez, mais c'est un modèle vraiment très, très intéressant du point de vue social. Le modèle d'un OFS, d'un Community Land Trust, c'est de se dire c'est effectivement un producteur de logement, mais un producteur de logement qui ne part jamais. Donc, qui s'occupe aussi de la question de la gestion. Et gestion et production, dans le cas d'un Community Land Trust, sont complètement liés. Et cette gestion-là, c'est quoi? C'est une gouvernance avec un tiers des pouvoirs publics, un tiers des habitants et un tiers de la société civile, de ce qui fait le voisinage, l'intérêt public citoyen autour de ce projet-là. Ce sont des projets aussi qui touchent, notamment aux États-Unis, et c'est ce que tente de faire un peu la Belgique, et c'est quelque chose aussi pour lequel il y a des réflexions en France, c'est de se dire on fait du logement. On fait du logement en essayant de répondre à la fois à de l'accession et à du locatif. Alors nous, on a le modèle de logement social locatif, donc on n'est pas du tout sur les mêmes questions. Mais on a aussi la question d'essayer de faire des liens avec les besoins du territoire en termes d'équipement ou de commerce. Juste pour mettre un petit point, dans le modèle des Community Land Trust des pays du Sud, on est vraiment en général sur des questions de légalisation d'occupation de terres
qui sont pour le moment des bidonvilles. Et c'est des bidonvilles qui sont rattrapés un peu par les questions de développement du territoire, où du coup, ça devient des zones attractives. Et plutôt que de simplement chasser les populations et puis de vendre ces terres à des promoteurs, l'idée là, souvent des pouvoirs publics, quand ils lancent ce type de projet, c'est de se dire, on va essayer de sécuriser les gens sur site. Mais plutôt que de les titrer sur leur terrain, et du coup, de dire, voilà, vous êtes sécurisé parce que vous êtes titré, donc vous pouvez rester là. Mais plutôt que de faire ça, ce qui mettrait les gens en difficulté, parce qu'un promoteur arrivant, leur disant, bon, c'est bien, c'est compliqué, on va vous racheter votre terre, on rachète la terre, du coup, finalement, les gens vont être obligés de partir, et le lieu va se développer comme une ville tout à fait classique. Et donc là, c'est de dire, on va sécuriser les gens, on va bien les titrer sur le sol, mais la propriété collective de ce sol va rester collective, ce qui fait qu'en fait, on va s'assurer contre l'éviction des personnes par le marché et garantir que dans le temps long, ils puissent s'investir sur le lieu et l'améliorer petit à petit. Et ça, c'est vraiment un modèle très intéressant. Et je crois que quand même, c'est un peu réfléchi de cette manière-là en Guyane, mais je m'avance un peu. Les grandes questions que ça pose, alors juste pour une première grande question, à mon avis, c'est la question du territoire d'action. C'est notamment relevé par l'établissement public foncier du Pays Basque qui dit oui, mais alors attention, parce que pour le moment, un agrément d'organisme de foncier solidaire, il est délivré par le préfet de région, ce qui veut dire qu'en fait, des OFS pourraient avoir pour terrain de travail l'ensemble d'une région. Quand on voit la région Aquitaine, ça fait quand même un gros bout de territoire. Quelle est la pertinence de travailler l'OFS à l'échelle régionale? Et donc, on voit ici, il y a certains OFS qui vont se développer simplement sur une métropole, d'autres sur l'échelle d'un département et d'autres effectivement sur un territoire plus large. Il y a quand même une question à se poser. Ensuite, les acteurs qui montent des OFS, on voit bien, c'est plutôt des collectivités ou bien des organismes HLM et notamment des coopératives HLM pour ce qui est de l'accession et d'autres bailleurs HLM pour ce qui est de la vente HLM qui est beaucoup en train de se développer via les OFS en ce moment. En tout cas, on y réfléchit, enfin, il y a beaucoup de réflexions en ce sens. Ce n'est pas totalement abouti, mais c'est une question très réfléchie. Et puis, les établissements publics fonciers qui disent, nous, notamment les locaux, nous, notre vocation, c'est vraiment de tenir des terrains sur long terme. Donc, du coup, on aurait un outil opérationnel pour rendre actif cette préoccupation du foncier de très long terme. Sachant que là aussi, il y a des travaux qui sont en train de se faire pour essayer de créer un réseau au niveau national. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi étant extrêmement compliquée, du coup, le législateur a besoin des retours de terrain pour savoir comment faire évoluer la loi. Donc, on est vraiment sur un processus très itératif où les acteurs de terrain voient une difficulté, font remonter à l'État, l'État fait bouger la loi et redescend. Et c'est quelque chose d'extrêmement dynamique actuellement et qui est très intéressant à observer. Juste un autre petit point intéressant, c'est les débats qui sont techniques aujourd'hui, mais qui ont des très fortes répercussions sur ce qu'est le modèle. Du coup, la question, c'est, il y a plusieurs questions. Il y a qu'est-ce que les ménages vont attendre de cette accession-là? Qu'est-ce qui leur fait peur? Donc, pour eux, c'est la question notamment de la succession. Est-ce que mes enfants vont pouvoir hériter? Ils sont inquiets parce que du coup, je ne l'ai pas expliqué, mais ce qui va continuer, le bail réel solidaire qui va lier le ménage au propriétaire du sol a comme contrepartie une redevance. Et cette redevance est perpétuelle. Et le niveau de cette redevance est un enjeu majeur dans l'économie du projet, puisque c'est lui qui va rendre plus ou moins intéressante cette accession pour les ménages. Il y a ce que je vous disais au début aussi comme enjeu technique, mais qui du coup a des vraies répercussions sur le modèle et la façon de vivre des gens, c'est le bail réel solidaire, puisque c'est un bail et que du coup on peut le faire de manière relativement différenciée selon les lieux. Du coup, il faut bien observer si on est en train de faire un bail qui est suffisamment protecteur du ménage, suffisamment protecteur aussi du propriétaire du sol. Donc, il y a tous ces enjeux-là de protection mutuelle qui sont très
très importants et qui sont un gros enjeu aujourd'hui dans la création du dispositif. Et puis des risques économiques, puisqu'effectivement, du coup, c'est comme je disais, c'est lié avec le bail, mais si le promoteur rate sa commercialisation, si petit à petit le territoire sur lequel on a construit, finalement il perd de sa valeur et que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Puisque du coup, il y a 2 parties prenantes liées par ce projet. Est-ce que les ménages vont arriver à payer l'ensemble, c'est-à-dire leur remboursement d'emprunt à eux, plus la redevance, plus toutes les taxes qu'ils vont devoir payer? Et s'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on les indemnise pour les sécuriser, etc. Et puis, juste un petit détail, pour faire vite, ce qui est intéressant, c'est le petit schéma là, que j'ai mis sur le principe de revente du bien en OFS ou en Community Land Trust. C'est vraiment ça le cœur de ce dispositif, c'est de se dire on va constituer un parc de logements durablement abordables pour les ménages modestes. Et donc, du coup, c'est des logements qui sont retirés du marché classique, qui ne sont pas de la location, qui ne sont pas de la propriété libre, mais qui sont cette espèce de bulle de marché spécifique de logements non spéculatifs. Aux États-Unis, quand le ménage revend, ou en Belgique, il va faire estimer son bien sur le marché, et puis la plus-value qu'il aurait pu faire entre le prix auquel il a acheté et le prix de marché auquel il pourrait revendre, eh bien, elle est diminuée en disant, comme on est sur une accession qui est solidaire, bien du coup, on limite la plus-value. Donc, on va vous enlever 60 ou 70% de la plus-value. Reste 30% de plus-value. Et ces 30% de plus-value, il y en a un tiers qui va partir au trust, au collectif, et le reste va pouvoir aller au vendeur. Et donc, il y a ce lien systématique quand même au marché. C'est-à-dire, on est sur une accession hors marché, mais qui quand même sait qu'elle appartient à un territoire et à un marché. En France, c'est très différent. On dit le prix de revente, il va être fixé… Pardon ? Excuse-moi de t'interrompre, Hélène. C'était juste pour te prévenir une petite minute par rapport au timing que tu nous avais proposé. Ok, je suis presque au bout. Et du coup, merci. Du coup, en France, le prix, on peut revaloriser jusqu'à un indice, en fonction d'un indice. C'est-à-dire, on prend le prix de vente et on l'actualise d'un certain indice et on pourrait revendre à ce niveau-là. Et là, on est sur quelque chose qui devient un peu vicieux dans les discours et qui serait presque un droit à cette mini plus-value. C'est-à-dire que c'est non spéculatif, mais on a quand même droit à une petite plus-value. Et du coup, dans la manière d'envisager, on serait presque sur quelque chose qui serait normal. Et du coup, il y a une telle déconnexion au marché que moi, je trouve que là, il y a quelque chose qui interroge. Et en même temps, venir sur quelque chose qui serait proche du marché, et c'est un pas à franchir d'un point de vue philosophique qui n'est pas très évident. Voilà. Juste un petit point sur la question de la gouvernance, puisqu'effectivement, on a vu la gouvernance des community land trusts, c'est quelque chose qui est très organisé justement en 3 tiers, dans lesquels les habitants et le territoire sont très acteurs. En France, pour le moment, il n'y a que le créateur de l'OFS qui est vraiment à la gouvernance, bien que beaucoup d'OFS créés par des coopératives HLM soient sous le statut de SIC, et même parfois par des collectivités. Mais voilà, il y a cette question de la participation dans la gouvernance qui n'est pas une réflexion complètement aboutie. Voilà. Du coup, sur ce sujet de la gouvernance, tu réponds un petit peu. Il y avait Hélène du collectif La Hutte Finale qui posait la question justement, est-ce que dans le cadre de la gouvernance, il est garanti qu'il y ait des habitants qui soient dans la gouvernance? Est-ce que c'est obligatoire en France ou ça ne l'est pas? Non. Alors, ça ne l'est pas parce que en fait, les OFS n'ont pas de statut. La loi ne définit pas quel doit être le statut d'un OFS. L'OFS prend le statut qu'il veut. La seule contrainte de la loi, c'est de dire qu'il faut que ce soit à but non lucratif ou organisme HLM. Mais du coup, la plupart des organismes HLM choisissent le statut de SIC quand c'est une structure qu'ils créent de manière dissociée de la leur. Donc, dans une SIC, effectivement, il y a ce collège habitant, bénéficiaire possible. Et en général, quand même, quand ce sont des coopératives HLM, il y a cette question-là d'intégrer les habitants. Dans les autres formes juridiques, rien n'assure qu'il y ait cette participation habitante. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est
qui est à réfléchir. Alors souvent quand même, les acteurs qui créent des organismes de foncier solidaire, ils ont vraiment cette préoccupation quand même en tête de le faire pour le territoire, donc pour les habitants, et donc de les intégrer d'une manière ou d'une autre. Mais on est aujourd'hui en France dans les dispositifs tellement préoccupés par la question de la production, de la mise en œuvre juridique, que en fait, la question de la gestion et de la vue future est peu abordée. Donc du coup, on a un peu ce problème-là. Du coup, la deuxième partie de la question, justement, c'était sur les plus-values. Qu'est-ce qui empêche, du coup, un organisme de foncier solidaire de faire des plus-values et d'augmenter, par exemple, les redevances comme il le veut? Alors, le montant de la redevance, il est indiqué dans le bail. Donc, du coup, il est fixe. Le bail, c'est lui qui va se transmettre, donc ce sera toujours le même bail. Donc, du coup, la redevance, elle ne peut pas être augmentée de manière unilatérale comme ça. Par contre, et puis, Sur les plus-values? sur les plus-values, Qu'est-ce qui empêche de faire de plus-values, du coup, pour un OFS? alors, il n'a aucun intérêt à le faire parce que sinon, il ne va pas vendre. Parce qu'il faut quand même qu'il soit en rapport avec le marché. Et en fait, un logement, si tout d'un coup, il est complètement… si un logement bail réel solidaire devient plus cher qu'un autre mode d'accession à côté, par exemple dans l'habitat ancien ou même par rapport au locatif, du coup, il ne trouvera jamais preneur. Donc, ni l'OFS ni le promoteur n'ont intérêt à avoir un logement qui soit complètement déconnecté. Donc, il faut qu'il soit logique quand même. Donc, la plus-value de ce côté-là, initialement, elle ne peut pas tellement exister parce que sinon, personne ne viendra sur cette opération-là. Ok. Je te laisse finir peut-être et puis après on passe aux Ouais. questions. Juste, ça, ce sont juste des petites images de Community Land Trust. Ce qui est intéressant, c'est que nous, pour le moment, on n'envisage que dans la question de l'habitat. Mais en réalité, dès le départ, hein, les Community Land Trust, ça a été plus vaste que ça. Et du coup, il est intéressant d'essayer d'envisager ce que l'OFS pourrait faire dans le développement local. Je dis ça d'autant plus que c'est une pause-déj qui est organisée avec les IF et l'agence intercalaire, qui sont des acteurs qui réfléchissent le développement du territoire. Donc, c'est une question qui, je pense, pourrait vous intéresser. En Angleterre, par exemple, on voit là l'exemple d'une boulangerie qui a été remontée par le quartier et qui est une boulangerie entre guillemets associative, enfin collective, quoi, et qui fait partie du Community Land Trust qui s'était créé notamment, en tout cas au début, pour sauver la boulangerie, et puis qui s'est intéressé au logement autour. Mais du coup, là, en France, on est en train de réfléchir, puisque le bail réel solidaire, il est fait que pour le logement. Du coup, est-ce que les OFS pourraient signer d'autres types de baux, protecteurs aussi, pour de l'activité ou pour des équipements? Parce que rien ne leur empêche dans la loi, mais il n'y a pas vraiment de véhicule facile de bail pour le mettre en œuvre en réalité aujourd'hui. Et du coup, ça pourrait permettre, par exemple, d'avoir une crèche associative, ça pourrait permettre le développement de petits commerces dans des quartiers et leur maintien. Ça pourrait permettre effectivement d'avoir des espèces de pépinières où les acteurs de l'activité économique pourraient commencer par acheter un logement ou le louer, une zone d'activité, un local d'activité, l'acheter ou le louer pas très cher, et puis quand il progresserait, par exemple, il passerait à un autre type de lieu. Enfin, il y a une progression qui, comme le bail réel solidaire est pensé comme un outil du parcours résidentiel, eh bien, ça pourrait être aussi un outil du parcours entrepreneurial, entre guillemets. Et puis, ça peut être aussi le moyen d'avoir des espaces collectifs de qualité, comme le parc là qui est signalé, ou support d'activités collectives dans lequel, effectivement, la participation là du territoire sera peut-être plus facile à incarner également. Voilà. Et bien voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup. Merci Hélène. Juste pour petit rappel, excuse-moi Thomas, rappeler que cette pause déj, elle est en train d'être enregistrée, donc n'hésitez pas à enlever vos caméras si vous ne souhaitez pas être voilà, enregistrée, puisqu'on va rediffuser autant les Imaginations Fertiles comme l'agence intercalaire cette pause déj dans les prochaines semaines.
Merci. Voilà, donc ça répond à une question d'étudiants qui étaient intéressés, qui voulaient savoir si ce serait possible de le voir à nouveau. On a aussi une question de Laurent qui demandait du coup si en fait on n'est pas propriétaire du foncier dans le cadre d'un OFS, quid de la taxe foncière? Alors, la taxe foncière, c'est comme, c'est comme enfin, c'est toujours l'habitant qui paye la taxe foncière parce que c'est pas une taxe foncière. En vrai, c'est une taxe foncière sur les propriétés bâties et donc en tant que propriétaire d'une construction, c'est le propriétaire qui est chargé de payer. C'est la même chose c'est une déclinaison du droit commun puisque l'usufruit, c'est toujours l'usufruitier qui paye les taxes. Donc du coup, c'est exactement la même chose pour, du bail réel solidaire. D'accord, très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, du coup, soit de façon audio si vous voulez prendre la parole, soit sinon, du coup, par texte. Il y avait aussi donc une question, enfin en tout cas une précision, je crois, sur le fait qu'en fait les OFS ne peuvent vendre des logements que sous plafond des prix PSLA à des ménages sous plafond de ressources PSLA. C'est Tout à fait. Et là aussi, c'est une question qui est à mettre en parallèle avec ce que je vous expliquais sur le prix de revente qui est en France déconnecté du marché, enfin relativement déconnecté du marché, et dans le modèle Community Land Trust, très très lié au marché du territoire. Et là, les plafonds de ressources, c'est pareil. Il y a beaucoup de discussions en ce moment pour savoir si les plafonds, enfin, si le zonage doit rester mis en œuvre par le national ou si ça doit être envoyé vers les territoires. Et les plafonds de ressources sont souvent liés aussi à ce zonage. Et du coup, il y a une vraie question les Community Land Trust américains, par exemple, c'est l'ensemble du Community Land Trust, donc la gouvernance tripartite dont je parlais, qui décide à quel type de ménage ils vont essayer de répondre, aux besoins de qui ils vont essayer de répondre. Et notamment celui de Burlington. Celui qui a été le coordinateur longtemps du Community Land Trust de Burlington expliquait que du coup, au début, eux, en tant que professionnels accompagnateurs, du coup, ils avaient envie de faire un projet social, mais il n'était pas du tout dit que l'ensemble de la gouvernance soit intéressé par ça. Et effectivement, les habitants eux-mêmes ont cherché à être plus solidaires en disant, eh bien, on voudrait s'adresser à des ménages qui ont des ressources plus faibles, voire même faire des centres d'hébergement, des lieux d'accueil pour des personnes malades, etc. Et du coup, ils fixent en fait le montant de ressources des ménages qui sont éligibles en fonction du revenu médian de la zone. C'est-à-dire, ils prennent leur territoire, ils disent le revenu médian, il est X, eh bien, on va s'adresser aux ménages qui sont à 70% et en dessous du revenu médian. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment ajusté aux besoins du territoire. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est encore relativement étranger, mais puisqu'il y a plein de discussions en ce moment sur ces questions de décentralisation, bah, du coup, potentiellement, c'est des questions qui seront peut-être un jour à l'ordre du jour. Pour le moment, tout est cadré nationalement, c'est le PSLA. une question de Marion Robert d'Abricop. Nous avions alerté le député Laglaise sur la compatibilité des coopératives d'habitants avec les OFS et OFL en mixité sociale. La loi votée en novembre et plus globalement les réflexions communes en cours en tiennent-elles compte? Alors, les OFL, pour le moment, ils ne sont pas très, très, très développés. Je pense que les réflexions sur les OFL, pardon, les organismes de foncier solidaire, c'est OFS, et les offices fonciers libres, c'est des OFL. Donc, les OFL, les réflexions qui ont présidé à la création des OFL vont plutôt être intégrées aux OFS que développées comme un outil différent. C'est déjà suffisamment compliqué de créer les OFS. Du coup, je ne pense pas que les OFL soient créés, mais par contre, il y a pas mal de réflexions qui vont rentrer dedans. Sur la question des coopératives d'habitants, il y a un groupe de travail là, en ce moment qui réunit des COP et des gens d'Habicop justement pour essayer de voir s'il est possible de trouver des compatibilités. Pour le moment, c'est un peu compliqué pour plusieurs raisons, et notamment la première, c'est que le but d'un bail réel solidaire, c'est de se relancer à chaque mutation. Comme ça, ils ne perdent pas de valeur.
La coopérative, c'est une personne morale, donc elle ne va jamais mourir, donc et puis elle ne va pas vendre. Donc du coup, il n'y aurait pas de mutation. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc il faut voir comment on peut le bidouiller. Après, il y a la question des plafonds de ressources. Et après, il y a le fait que les coopératives d'habitants, aujourd'hui, ce n'est pas des coopératives d'habitants loi Allure, parce que les coopératives d'habitants loi Allure, elles ne marchent pas. Il manque encore des trucs pour qu'elles marchent vraiment. Et donc du coup, c'est des coopératives loi 47 aujourd'hui qui sont coopératives d'habitants. Et les coopératives loi 47, elles sont propriétaires bailleurs. Et là, ça pose pas mal de soucis parce que du coup, ça veut dire que quand il y a une location d'un logement OFS, il faut qu'elle se fasse la location aux conditions du PLUS, qui est un mode d'accession, enfin un statut de location HLM. Enfin, qui est lié au financement. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a plafond de ressources et plafond de loyer. Donc, ça devient encore plus compliqué d'avoir de la mixité à l'intérieur. Donc, pour le moment, ce n'est pas réglé, mais comme il y a plein de coop qui veulent arriver à le faire, du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de chances que ça se débrouille rapidement. Mais c'est là que le projet est quand même... l'outil OFS est quand même particulièrement intéressant et dynamique. C'est que moi, il y a 2 ans, j'animais des formations sur le dispositif. Il y a 2 ans, on ne savait pas si on allait relever du droit de la copropriété ou pas. Et du coup, la question de la gestion était quand même extrêmement floue. Et puis, il y a eu la loi Elan. Maintenant, on sait que ça se gère comme une copropriété classique. Du coup, ça va très vite, en fait. C'est-à-dire que les freins d'aujourd'hui, ils seront dépassés assez rapidement. Donc, et voilà, c'est frustrant à la date T parce que les gens qui veulent monter un projet aujourd'hui, ils voudraient que ce soit possible, mais probablement que dans 1 an, les choses seront débloquées. Ça va vite, le gouvernement est plutôt très soutenant avec ce dispositif. Et donc, du coup, ils entérinent relativement vite les changements quand il y a besoin. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça ne marche pas, mais il est très possible que ça marche prochainement. Alors, il y avait une question aussi sur les 99 ans. Qui impose 99 ans Hélène de la Hutte Finale a comprendre que parfois c'était 80 ou encore d'autres durées. Donc, en fait, est-ce que la durée est imposée par la loi? Non. La loi dit entre 18 et 99 ans. Du coup, il n'y a pas de... C'est juste... c'est l'OFS souvent qui dit pour quelle durée le bail va se faire. Alors, sous contrôle du promoteur qui ne veut pas commercialiser n'importe quoi. Donc, si c'est 20 ans, le promoteur va dire non, ça ne marche pas. Donc, souvent, l'OFS, c'est des très longues durées, va proposer des très longues durées. Le petit problème qu'il peut y avoir, c'est que l'OFS, selon le statut juridique qu'il a choisi, il peut avoir une fin. Du coup, il peut être créé pour 90 ans, mais il ne va pas pouvoir consentir des baux au-delà de sa date de fin. Donc, du coup, il faut que... C'est pour ça qu'il peut proposer, par exemple, un bail de 80 ans, parce que son OFS, il a une durée de vie de 90 ans, et que du coup, tous les 10 ans, il va relancer sa durée de vie, et comme ça, il sera en mesure de garantir la durée des baux. Mais enfin, c'est juste un petit décalage technique comme ça. Mais c'est souvent ça qui préside à la durée. Sinon, ils recherchent toujours les OFS recherchent toujours des longues durées, puisque en fait, ils s'inscrivent vraiment dans une logique de longue durée. Mais là, demande quelle est la différence avec des foncières comme éthiques. Alors, je ne sais pas s'il y en a une ou beaucoup, mais voilà, quel lien on pourrait faire entre des foncières comme éthiques. Alors, il faut peut-être présenter l'éthique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je ne sais pas si les imaginations fertiles peuvent le faire, ou est-ce que tu peux le faire toi-même, Hélène? Alors moi, j'ai l'impression, mais alors peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'une foncière, elle vient pour rendre un projet faisable, mais qu'elle n'a pas pour objectif de rester ad vitam aeternam. J'ai l'impression que la foncière, elle vient débrouiller un problème au départ, aider en termes d'investissement, mais qu'elle a quand même vocation à se retirer à un moment. Là, l'OFS, lui, il a vraiment vocation à rester sur toute la durée, puisqu'il faut toujours que la propriété soit dissociée. Et ce phénomène-là, dans les foncières, c'est plutôt de l'investissement que de la dissociation, quoi. Je ne sais pas. Adriana, peut-être tu peux... Je peux peut-être... J'espérais que tu apparaîtrais, Agnès. Voilà, c'est magique. Bonjour tout le monde.
En fait, Éthique, ils montent des sociétés civiles immobilières, ils rachètent les espaces. Donc, c'est effectivement une foncière qui porte des projets. Après, je ne suis pas hyper familière avec la notion de foncière que tu viens de décrire, Hélène, et je ne sais pas s'ils doivent, mais eux, le projet s'inscrit dans la durée, clairement. Et en fait, les investisseurs, les gens qui montent en capital dans ce projet-là, ce sont des investisseurs solidaires qui ont une recherche de retour sur investissement qui est très faible. Et c'est ça qui fait la différence. Et ensuite, c'est une structure qui est habilitée aussi à recevoir des subventions publiques, donc qui inscrivent aussi le projet dans la durée, puisque dans le cadre du projet Bellefontaine, il y a l'ANRU qui… Alors là, c'est un peu particulier parce qu'ils ont vocation à sortir du projet à horizon, s'ils rentrent en capital, à horizon 12 ans, mais ils subventionnent aussi une partie des investissements. Donc en tout, le projet, il est subventionné à hauteur d'à peu près 25% du montant global du projet par des financements publics qui font que ces partenaires publics seront dans la gouvernance du projet, quoi qu'il en soit, et ça s'inscrit sur la durée. Donc, l'un des objectifs, c'est de rendre accessible à des tarifs plus intéressants des outils, un outil de travail professionnel pour des structures ciblées qui ont moins de moyens que des entreprises classiques. Voilà. Je ne sais pas si c'est… Oui, Améla, je ne sais pas si ça répond à ta question et si le parallèle peut se faire avec ce que décrit Hélène, parce que ce n'est pas trop mon domaine, mais voilà. Voilà, c'est deux choses différentes. Effectivement, le parallèle n'est pas forcément simple, mais en tout cas, on comprend que la question se pose. Joël posait la question aussi de projets en cours dans la région. Alors, pour une fois, je vais pouvoir répondre. Il y a notamment un projet sur la Pujade, donc dans le cadre de Dessine-moi Toulouse, un projet avec un organisme foncier solidaire. Alors, j'ai vu qu'il y avait Pierre-Étienne Faure de Ferville, qui est aussi sur ce projet, mais je ne sais pas s'il nous entend et s'il peut intervenir. En tout cas, il y a notamment ce projet qui est intéressant et qui mélange à la fois un projet d'habitat participatif, donc avec Ferville et le Col, le bailleur social Le Col, un projet aussi, voilà, Pierre-Étienne. Mais du coup, si tu veux présenter un petit peu le projet de la Pujade. Aussi. Plus globalement, il y a plusieurs opérations d'accession qui ont été montées avec des OFS à Toulouse, dont certaines sont déjà commercialisées, même peut-être habitées, avec Occitalis. À la Pujade, un projet donc en habitat participatif avec une acquisition en BRS. Le Col, donc l'opérateur, le comité ouvrier du logement, vous avez vu sur la carte tout à l'heure, le siège est à Anglet, et donc il exerce sur l'Aquitaine, mais il a eu l'agrément pour l'Occitanie récemment, et donc du coup, les projets d'habitat participatif qui sont développés dans la région toulousaine seront tous, a priori, en BRS. Du coup, dans la région, il y a le Col, les chalets qui sont agréés au OFS. Je crois que la collectivité, la métropole est en train d'essayer de monter aussi un OFS. Et il y a du côté de Montpellier des réflexions aussi de structure de l'habitat participatif sur la création d'un OFS à l'échelle régionale aussi. Du coup, c'est des réflexions en cours de pas mal d'acteurs. Le BRS est particulièrement intéressant pour l'habitat participatif, pour différentes raisons, évidemment le coût de l'accession, mais aussi les logements BRS restent propriété d'habitants, propriétaires occupants. Alors que le PSLA, il y avait des perspectives d'évolution à long terme avec des logements qui perdaient leur propriété, enfin, dont les habitants n'étaient plus propriétaires, et inversement. Voilà. Oui, c'est intéressant, ça répond aussi à la question d'Hélène de la lutte finale. Visiblement, aussi, il y a ce type de réflexion sur le futur quartier Guillaumet, où on sait que du coup, il y a un projet d'habitat participatif. Donc, c'est intéressant que vous puissiez tous vous croiser ce midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais loupées? Ou est-ce que quelqu'un en a une aussi, peut-être? Bon,
Ouais. C'est un sujet complexe, donc c'est bien si on a pu répondre à peu près toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup Hélène. Je ne sais pas si les Imaginations Fertiles veulent poser une question ou faire une remarque, qu'on avait Agnès aussi qui était par là. Ouais, non, moi je voulais juste rebondir. C'est vrai que voilà, c'est une présentation qui est, comment dire, où il y a beaucoup de sujets différents en fait. Voilà, que parfois c'est vrai qu'on voit dans les pauses déjeuner qu'en 1 heure, on a besoin parfois d'un peu de digestion en fait pour toute cette information-là. Donc moi c'est vrai que je découvre un peu le sujet, donc j'ai pas trop de questions personnellement à poser, mais j'imagine qu'aussi voilà comme voilà, qu'on pourrait poser les questions si jamais on rediffuse un peu la vidéo sur les réseaux sociaux, qu'on pourrait poser des questions avec un peu plus de temps. Voilà. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'on reviendra sûrement sur le sujet parce que je crois que Hélène va encore continuer à travailler un moment sur le sujet. Donc voilà, la vidéo sera effectivement, on sera possible de la voir sur les réseaux sociaux. Du coup, à ce moment-là, n'hésitez pas aussi à poser quelques questions. On pourra aussi peut-être les transmettre à Hélène. Et dans tous les cas, je pense qu'on traitera peut-être à nouveau le sujet parce que c'est un sujet effectivement qui évolue très rapidement. Donc probablement aussi que dans quelques temps, on proposera à Hélène de refaire une intervention sur le sujet pour voir un petit peu où on en est, peut-être dans 1 an, avec des évolutions nationales et des évolutions locales. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous suivre aussi sur les réseaux pour qu'on puisse vous tenir au courant. Je remercie en tout cas tous ceux qui sont venus participer à cette visio. Et puis, bien sûr, les Imaginations Fertiles, notre partenaire sur ces post-déj. Et on vous dit donc à très bientôt pour d'autres post-déj dès janvier avec les Imaginations Fertiles, puisque du coup, on continuera au rythme donc d'une post-déj par semaine, tous les mardis midi, en visio, donc ce sera obligatoire, et puis espérons-le bientôt aussi physiquement. Et en tout cas, passez de belles fêtes de fin d'année, et puis au plaisir de vous retrouver bientôt sur des sujets aussi intéressants que celui-là.